savez, les sociétés cotées en bourse ont déjà une réglementation bien définie et elles sont obligées de publier, par exemple, chaque trimestre ou voire semestre, etc. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, plutôt les sociétés, les petites PME, PMI dans notre région. Comme vous le savez, la communication, c'est un vrai métier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui font appel à des spécialistes de la communication pour parler de la communication, soit en interne ou externe. Et notre sujet aujourd'hui, la communication financière, on fait partie de cette communication. Aujourd'hui, la communication financière, c'est une arme stratégique pour la visibilité de la société et on le constate depuis plusieurs années et surtout l'année dernière avec le contexte Covid et avec la situation pandémique qui connaît en fait le monde depuis pratiquement 1 an et demi, voire plus. Donc pour cela, nous allons évoquer 3 points sur la partie communication financière. Le premier, c'est l'objectif. Le deuxième, c'est quoi les composantes de la communication financière. Et le troisième point, c'est les moyens de la communication financière. Si on parle du premier point qui est l'objectif, comme dans toute vie normale, personnelle ou voire professionnelle, on a un objectif dans la vie. Et l'objectif aujourd'hui de la communication financière, c'est améliorer la visibilité de la société. Quand on parle de la visibilité de la société, on parle de l'image de la société. Et comment améliorer cette image, voire cette visibilité? Par le fait de parler, bien évidemment, sur sa société, sur la santé financière de la société, sur la stratégie de la société, et ça dans l'objectif de le développement de la société. Parler aussi de la qualité de l'information de la société. Parce que si on parle et on n'a pas une qualité d'information, malheureusement, on n'aura pas un bon feedback. Ça veut dire l'information qui est un critère important qui valorise la société. Ça, c'est un point très, très important dans la partie communication financière. Si on passe au deuxième point, où nous avons parlé sur les composantes. Le composante, on parle automatiquement du contenu en fait de ces composantes. Si aujourd'hui on va communiquer, nous avons automatiquement un message à passer. Ce message il sera destiné à qui? Il sera accessible à qui aussi. Donc le message passe par montrer l'identité de la société par rapport à son secteur, par rapport à son activité, par rapport à son pays, etc. Donc ça c'est faire passer ce message. Le deuxième point dans la composante de la communication financière, c'est la cible. À qui on communique aujourd'hui? On ne va pas communiquer en fait à tout le monde. On va communiquer dans un premier temps à tous les partenaires avec qui en fait on travaille aujourd'hui. En l'occurrence, aujourd'hui, nous avons un assureur crédit qui est Coface, nous avons une banque qui est la Société Générale. Il n'y a pas que l'assurance crédit, il n'y a pas que les banques, et on a d'autres partenaires à qui on peut communiquer, en fait, les partenaires commerciaux et économiques, tout ce qui est en fait milieu financier en général. Et je peux ajouter aussi un troisième point, c'est la périodicité de la communication. Nous avons évoqué tout à l'heure au début les sociétés par exemple cotées en bourse, même si ce n'est pas notre cible aujourd'hui, mais aujourd'hui, est-ce qu'on publie une fois par an parce qu'en fait on est obligé de publier, il y a un rapport annuel, voire en fait le dépôt du bilan, ou bien on va publier un rapport institution trimestrielle, semestrielle, etc. Est-ce qu'on peut parler de tous les projets qu'on a aujourd'hui? Comme vous le savez, aujourd'hui, on est dans un monde où les réseaux sociaux fonctionnent très bien dans les deux sens, positifs et négatifs, mais si aujourd'hui on va parler d'un projet, par exemple, j'ai eu l'occasion j'ai passé la société à Dakar il y a 2-3 ans et on a une société où les chiffres ils étaient pas bons, mais la société nous a présenté par exemple un business plan avec tous les projets et parmi les projets il y avait l'aéroport de Dakar. Donc tout ça en fait c'est un point très très important dans la composante de la communication. Et le troisième point, c'est les moyens de communication. Comment je vais communiquer et par quel biais je vais communiquer? Bien évidemment, si on voit dans tous les pays, il y a des spécificités de chaque pays.
on parle de la publication officielle, le dépôt du bilan, bien évidemment. On a le rapport annuel et grosso modo, une situation intermédiaire pour les sociétés cotées en bourse. Mais ces moyens, ils sont là. Est-ce qu'on communique juste dans les organismes, par exemple, spécialisés, ou bien on peut passer par les autres moyens? Par exemple, la presse spécialisée, on ne va pas faire une communication financière, par exemple, dans une presse people. Ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, ce qui nous intéresse en termes de moyens de communication, c'est de cibler dans un premier temps on va dire comment on appelle ça, les canaux qui sont vraiment dédiés où on a une valeur ajoutée, bien évidemment. Donc, très spécialisé, les réseaux sociaux, bien évidemment, des sociétés, et ça, on le voit en fait de plus en plus, et ça, c'est une bonne chose. Après, bien évidemment, quand on parle de la communication, c'est un métier, il faut faire attention, parce que l'information, elle peut être détournée à tout moment dans les sens, enfin, si c'est positif, tant mieux, mais malheureusement, de temps en temps, on a certains points en fait négatifs. Donc là, on a évoqué les points sur lesquels on a dit les sociétés qui communiquent, qui publient en fait aujourd'hui. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont nous poser en fait la question et nous dire quid des sociétés qui ne publient pas. Donc, la première partie, c'est une bonne chose, sociétés visibles, images, etc. Et les sociétés qui ne publient pas. Bon, on sait très bien pour les sociétés qui ne déposent pas leur compte, par exemple, dans les organismes, on va dire, dédiés à ça. En général, on applique, je vais être un peu familier, pour vivre heureux, vivre caché. C'est bien, mais c'est dommage. Je dis bien, c'est bien pour eux, mais c'est vraiment dommage, car malheureusement, elles ne peuvent pas bénéficier des avantages des marchés financiers où le monde est devenu en quelque sorte trop rapide pour prendre une décision. Si aujourd'hui, moi je suis COFAS, ou voire en fait on a la Société Générale, ben, on ne connaît pas la société, peut-être on va prendre une semaine, voire plus, voire 10 jours pour prendre une décision pour une société qui ne publie pas, sur laquelle en fait on n'a aucune expérience. Mais pour une société, on a une expérience, ben, la décision, ça va être rapide. Donc, je dis en fait, c'est vraiment dommage pour ces sociétés-là, mais l'objectif, c'est d'encourager, bien évidemment, les gens à publier, à communiquer. Et pour conclure à la fin, je dois revenir juste sur le premier point. On a parlé en fait de l'objectif. Et là, je peux évoquer ce point, car aujourd'hui, l'intérêt de la communication financière a, pour moi personnellement, en fait, deux objectifs. Le premier, c'est dans un premier temps, de fidéliser les partenaires actuels. Ça veut dire on connaît déjà nos partenaires, les banques, les assureurs crédits et tous les partenaires financiers et économiques. Et le deuxième point, c'est on va dire, attirer d'autres investisseurs, voire d'autres partenaires économiques. Peut-être on va travailler avec d'autres partenaires au niveau local, au niveau international. Comme vous le savez, quand on parle de la communication, on parle beaucoup sur la partie bilancielle, mais comme vous le savez, on ne peut pas aujourd'hui se baser uniquement sur les chiffres. Les chiffres, elles sont là à l'instant T. D'accord? Et si les chiffres sont les chiffres, mais si on n'interprète pas les chiffres, c'est là où on aura un problème. D'où l'intérêt de la communication financière. Donc, si on parle les chiffres dans le contexte actuel, par exemple avec le Covid en 2020, selon en fait les statistiques aujourd'hui, on constate qu'il y a pratiquement plus de 50% des sociétés dans le monde ont enregistré malheureusement une baisse de chiffre d'affaires. Si on se base uniquement sur la baisse du chiffre d'affaires, ben ça va on va dire impacter négativement en fait toutes les sociétés. Donc, on ne se base pas uniquement sur les chiffres. On a dit les chiffres sont les chiffres, mais il faut les interpréter. Et il faut aussi en fait prendre en considération l'environnement de la société. Et c'est là où on parle. Il y a un intérêt pour la communication financière. Quand on parle de l'environnement de la société, on parle des personnes qui gèrent la société. Ça veut dire en fait les actionnaires. On parle de secteur d'activité de la société, on parle du pays de la société, là où elle exporte, est-ce que son chiffre d'affaires est par exemple à 100% au niveau local, à l'export, etc. Donc l'environnement de la société, c'est un critère très 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 important pour la communication financière.
Et enfin, pour être plus crédible, et aussi en ce qui me concerne personnellement, dans toute vie, il faut raconter en fait une histoire. Donc, il faut automatiquement raconter en fait son histoire parce que c'est une société et quand on raconte en histoire, en général, on attire l'attention en fait de tout le monde. Et l'histoire de la société, parce qu'il y a des actionnaires, parce qu'il y a des partenaires, pour moi, elle passe automatiquement par une transparence totale. Et le mot transparence, je pense que vous allez l'entendre durant ce webinaire plusieurs fois. Donc, cette transparence qui sera traduite par une bonne réputation de la société et une bonne notoriété envers les partenaires économiques. Donc, sur le mot-clé de notre webinaire, transparence, je vais passer la parole à Aïssatou. Merci beaucoup. Merci Mohamed, bonjour à tous et merci de votre présence. Donc, je suis Aïssatou Rassoul-Gueye de la Maison de la PME Société Générale Sénégal et je vais vous présenter globalement ce qu'on regarde je vais vous présenter notre processus de prise de décision et ensuite je laisserai la parole à ma collègue Aïssatou Soumaré qui pourra vous donner des informations qui sont encore plus percutantes. Donc, l'idée ou bien le processus de prise de décision commence tout simplement par l'identification du besoin. C'est-à-dire que quand vous venez vers la banque, vous devez avoir une idée du montant, de la maturité, l'objet du financement, de façon à ce que la banque puisse vous faire une proposition commerciale. Et Mohamed vient de le dire en terminant son mot introductif, c'est sur cette transparence-là que nous pouvons faire la meilleure proposition qui correspond à votre situation, à vos besoins. Et c'est sur la base de cette proposition commerciale qu'on va faire l'étude du dossier. Et pour étudier le dossier, tout à l'heure, Mohamed faisait allusion à tout ce qui pouvait être document, bilan, état financier. Ces éléments de communication-là, comme le business plan, le plan de trésorerie, l'étude de marché, ce sont des choses que nous regardons pour être sûrs que l'objet du financement est bien en lien avec votre activité et correspond à ce dont vous avez besoin pour pouvoir continuer votre développement business. Et c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir prendre une décision. Et à ce moment-là, on pourra vous notifier normalement positivement un accord. Parfois, on peut se dire que par rapport à la santé financière de l'entreprise, si on donne toute la somme demandée d'un coup, ça peut poser des problèmes en termes de charges financières futures. Et à ce moment-là, on pourra vous proposer un amendement et faire un financement, par exemple, en 2 phases, de façon à ce que vous puissiez commencer l'exploitation de votre projet, que vous ayez de nouveaux revenus, que vous soyez un peu plus stable financièrement pour pouvoir entamer la deuxième phase. Et une fois qu'on est d'accord sur cette notification-là, nous avons un processus de contrat et de formalisation des garanties. Donc, nous allons discuter des clauses du contrat, nous allons mettre en place les sûretés. Il y a des micros qui sont ouverts et donc, à ce moment-là, en fait, tout ce qui nous reste, c'est on va être sûr que toutes les conditions qui ont été posées au préalable sont respectées. Et là, on va faire le décaissement. Donc, prochaine slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons une palette de solutions de financement qui est très large, que ce soit sur des besoins de trésorerie au court terme, donc ce qu'on appelle communément chez nous le BFR, les besoins au fonds de roulement, et sur les solutions qu'on peut proposer, nous avons l'escompte, la facturage, le spot, des crédits de campagne, des découvertes, qui sont des solutions qui sont à moins d'1 an et qui permettent de renforcer la trésorerie de l'entreprise en fonction de sa situation. Après, nous avons également tout ce qui peut être investissement et une typologie de type de financement. Par exemple, pour des entreprises qui veulent construire un nouveau siège, donc ce sera un investissement immobilier. On aura l'acquisition du terrain ou bien la construction du siège. Et à ce moment-là, nous proposons des crédits moyen-long terme, donc 7 ans ou voire même 10. Jusqu'à 10. Et puis, si ce sont des choses
comme de l'outillage industriel, des machines. Pour certaines entreprises, elles ont besoin de plans auto pour leur personnel. Nous pouvons aller sur des solutions qu'on appelle le crédit bail, de façon à ce que ce matériel soit mis à disposition, mais qu'il ne vienne pas impacter directement les immobilisations au niveau du bilan, mais que ça passe dans les charges financières de façon à ce que ce soit moins lourd à supporter pour l'entreprise et qu'elle puisse bénéficier de ce bien. Ensuite, nous avons ce que nous appelons communément les engagements par signature. Donc, souvent en local, ce sont des cautions marchés, donc des marchés publics, des marchés privés, pour pouvoir soumissionner à un marché, pour faire avoir bénéficié d'une avance de démarrage, tout ce qui est bonne exécution et puis les garanties de bonne fin. Et à l'international, pour ceux qui font des importations, par exemple, qui ne connaissent pas leurs fournisseurs, c'est une relation naissante. Nous avons des solutions comme le crédit documentaire qui sont des solutions fortes par rapport à ces fournisseurs étrangers, car la banque se substitue, s'engage à se substituer au client en cas de défaut, et donc ça rassure le fournisseur en face que le client qu'il a en face de lui est quelqu'un de suffisamment sérieux pour que la banque accepte de lui donner cette ligne et qu'elle puisse prendre un engagement pour dire que s'il ne vous paie pas, nous, on vous paiera. Donc voilà, nous avons c'est une palette qui est quand même assez large. Et l'idée, c'est à travers cette communication financière, à travers cette transparence que nous avons de part et d'autre, on arrive à vous proposer la meilleure solution pour votre activité. On peut passer sur la prochaine slide. Et donc, pour chaque type de solution, on va regarder, et là, je laisserai ma collègue Aïssatou pouvoir développer un peu plus en profondeur. Pour chaque type de solution, on a des éléments d'analyse qui sont clés, qui nous permettent de pouvoir bien apprécier le besoin. Et souvent, tout le monde pense que les banquiers ne font que demander des garanties. Donc, on a fait exprès de mettre cette slide de façon à ce que vous puissiez comprendre que la garantie qu'on va demander dépend de la solution qui est mise en face. Donc, systématiquement, les garanties chez les banquiers, ce n'est pas ça. Si on prend des choses très simples comme le découvert, on ne va pas demander une hypothèque sur un découvert, on va demander une domiciliation des flux, une domiciliation des contrats pour que le compte tourne, mais on ne va pas venir vous mettre une garantie du même montant. Ce n'est pas des choses qui se font. Par exemple, sur l'escompte et l'affacturage, et la COFAS est là pour nous sur ce sujet-là, nous avons la possibilité d'avoir une délégation d'assurance crédit. Donc, il y a d'autres solutions qui permettent d'étoffer un dossier sans pour autant passer par la fameuse hypothèque qui fait peur à tout le monde. Donc, je vais demander à ce qu'on passe à la slide suivante. Non, slide suivante, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Allô, Odile, tu entends? Peut-être il y a un bug de connexion. Allô? Odile, voilà. Tu es là? Voilà, maintenant c'est bon. En fait, l'idée vraiment, à travers cette slide, avant que je laisse la parole à Aïssatou, c'est vraiment que vous puissiez comprendre ce dont on a besoin à travers cette communication financière-là, cette transparence qu'on vous demande en tant que partenaire financier. C'est pour pouvoir vous proposer en termes de préparation du dossier, avoir tous les éléments, connaître l'objet, le besoin et pouvoir vous dire quel est l'accompagnement dont vous avez besoin. Il peut exister des cas, par exemple, sur des gros financements où on peut partager le risque en mutualisant le crédit avec d'autres filiales Société Générale ou bien même d'autres confrères. Et puis, ça permet, et Mohamed l'a dit, je pense que Aïssatou également va abonder dans ce sens, c'est maintenir un climat de confiance entre le banquier et
nous, parce que ça, entre nous sommes le banquier, entre la PME et le banquier et le client, de façon à ce que vraiment on ait un historique, qu'on sache que quand le client prend ses engagements, il les respecte, et nous, ça nous permet d'être plus confortables auprès de nos instances de décision pour défendre un dossier. Ensuite, tout ce qui peut être solution de financement, des solutions déconsolidantes comme les garanties. Donc, pour les entreprises qui sont au Sénégal, par rapport au plan de relance post-Covid, il y a l'État du Sénégal qui a mis son fonds de garantie auprès des banques. Ce sont des garanties qui ne sont pas silencieuses, donc les entrepreneurs peuvent aller auprès du FONGIP. La FONGIP nous donne une lettre d'intention et puis nous pouvons monter le dossier à partir de cela parce que bon, il y a un mécanisme qui est derrière. Donc vraiment, comme Mohamed, on va réinsister sur le mot de la transparence pour qu'on puisse vous accompagner au mieux et faire en sorte qu'il n'y ait pas de retour de bâton sur le financement qu'on vous octroie, parce que parfois vous pouvez penser que vous avez vraiment besoin de plus, alors qu'en discutant et en voyant comment on structure le financement du projet, vous pouvez avoir mieux. Voilà. Donc sur ces mots, je laisse la parole à Aïssatou Soumaré qui va vous parler de la prise de décision en elle-même. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Donc, je suis Aïssatou Soumaré, donc la directrice des risques et du recouvrement de Société Générale Sénégal. Et je tenais tout d'abord à remercier nos partenaires, donc la COFAS, de nous avoir conviés à ce webinaire. Merci à Aïssatou également, Maison de la PME, donc responsable Maison de la PME qui est notre partenaire au quotidien. Je suis là pour vous détailler un petit peu le processus d'octroi de crédit. Je ne vais pas vous noyer de définitions sur les indicateurs financiers et autres, mais vraiment on est là pour vous faire passer les messages clés sur comment la direction des risques intervient dans le process d'octroi de crédit, quel est notre rôle, qu'est-ce qui nous mène ou qu'est-ce qui nous facilite la prise de décision. Mohamed et Aïssatou ont beaucoup insisté sur la notion de transparence, la notion de confiance, parce qu'accorder du crédit à un client, c'est accorder sa confiance. Donc voilà. Donc avant de parler de peut-être le rôle de la direction des risques dans le processus de décision de crédit, je voulais situer le rôle et la mission de la direction des risques au sein d'une banque. Donc, la direction des risques est une fonction essentielle, importante pour la bonne marche de la banque. Au sein de Société Générale, nous sommes une filière qui est indépendante pour garantir la maîtrise des risques sur le process d'octroi de crédit ou sur d'autres risques qui peuvent être générés sur l'activité bancaire. Au niveau de la direction des risques au quotidien, c'est accompagner la direction commerciale dans la structuration, dans la proposition de financement et surtout dans l'accompagnement de nos clients. En découle une responsabilité importante puisque la direction des risques est là pour prendre des décisions sur la base d'un dossier de crédit. Donc, on engage une signature. Il y a une signature qui est donnée au directeur des risques. Donc, à moi-même, c'est une signature qui est conjointe avec le directeur général. Mais on est là aussi pour conseiller ou pour pousser des décisions lorsque la signature sort de la banque ou en tout cas de la structure locale, puisque Société Générale Sénégal est une filiale du groupe Société Générale. Sur le rôle de la banque dans la prise de décision de crédit, le premier message clé à faire passer, c'est que l'analyse du risque de crédit n'est pas là pour refuser des opportunités d'affaires. On n'est pas là pour refuser les dossiers des clients. On est là pour prendre une décision de crédit en toute connaissance de cause. En toute connaissance de cause, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de la direction des risques, on va baser notre décision sur un dossier de crédit. Ce dossier de crédit, il est monté par la filière commerciale. Donc, c'est la filière commerciale qui fait une proposition de dossier de crédit sur la base d'une relation qui a été bâtie avec un client, sur la base d'informations qui ont été communiquées par le client, sur la base d'une analyse du besoin du client. On met tout ça dans un dossier de crédit et ça passe à la direction des risques pour une analyse et pour une validation. Il est important d'insister aussi sur le fait que chaque maillon du processus de décision de crédit est important. Le maillon commence par le client qui exprime un besoin.
la direction commerciale ou en tout cas le conseiller commercial qui est là pour écouter le client, qui est là pour aiguiller le client, orienter le client pour qu'on lui propose une solution. Et Aïssatou a présenté différentes solutions de financement pour accompagner nos clients. Ensuite, ce dossier transite au sein de la direction des risques. Donc, la direction des risques n'a pas de contact avec le client. Le seul contact avec le client, c'est sur le papier, c'est sur le dossier de crédit qui est présenté à la direction des risques. D'où la nécessité d'être totalement transparent avec votre conseiller commercial, avec cette direction commerciale, pour qu'elle ait tous les éléments pour les mettre dans ce dossier de crédit et que tous ces éléments nous mettent, nous, direction des risques, à l'aise pour apprécier le dossier et, in fine, aller sur une position favorable, donner un accord de crédit au client et accompagner le client dans son projet, dans le financement de son exploitation et tout simplement accompagner le client à grandir aussi. Un dernier, peut-être dernier message sur cette slide, c'est si l'analyse n'est pas satisfaisante dans ce dossier de crédit, malheureusement, c'est en premier lieu le client qui en pâtit, c'est le client qui en souffre, mais derrière, on a aussi une banque qui loupe une opportunité de business, une opportunité d'affaires. On est là pour servir nos clients. Notre rôle principal, c'est de distribuer du crédit et de distribuer du crédit en totale confiance avec nos clients pour derrière bâtir une relation durable. Mohamed l'a introduit, Aïssatou a insisté là-dessus. Notre rôle, c'est d'accompagner nos clients et de bâtir une relation durable. Peut-être revenir aussi sur un propos de Mohamed qui est important. L'analyse financière ou l'analyse risque, ce n'est pas que les données financières. Les données financières, c'est une chose, c'est des données à un instant T. On a une vision dynamique via le compte de résultat, une vision statique via le bilan. Ce qu'on apprécie surtout et ce qu'on demande au niveau de la direction des risques à nos commerciaux, c'est de s'approprier l'entreprise, s'approprier la réalité économique de l'entreprise. C'est ce qui va faire que le dossier, quand il va passer à la direction des risques, même si les chiffres ne sont pas bons, on va s'attarder sur la réalité économique de l'entreprise, comment elle évolue, quelles sont ses dépendances vis-à-vis de ses fournisseurs, comment est le management, quelle est l'ancienneté sur son marché. Et tout ça, ça permet aussi au commercial, quand il va en rendez-vous client, quand il écoute son client, de challenger un petit peu ce qui est demandé par son client. Si on s'aperçoit que l'entreprise, elle a un fonctionnement de son cycle d'exploitation qui est correct et que derrière, elle demande une ligne de découvert ou une ligne de trésorerie, alors qu'on a un délai client, enfin des délais clients qui sont proches de zéro. Par exemple, la grande distribution, où on paye au comptant. On a un crédit fournisseur qui est le crédit gratuit qui est sur 45 jours. Normalement, théoriquement, on est sur un BFR qui est négatif, donc il n'y a pas, a priori, de nécessité de mettre en place des lignes court terme pour ce client-là. Donc voilà, et toute la difficulté pour la direction des risques, in fine, c'est challenger le commercial et c'est dimensionner, justifier le besoin du client pour pouvoir l'accompagner sur son projet, sur le financement de son exploitation. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Vous m'entendez? OK. Alors, les deux prochaines slides, on a essayé de vous synthétiser un petit peu l'approche, ce qu'on regarde dans le dossier de crédit, ce que l'on demande à la direction commerciale de mettre dans un dossier de crédit, ce qui normalement lead aussi les échanges entre le commercial et son client. Sur l'analyse traditionnelle, on va regarder l'analyse économique, c'est la première chose que l'on regarde, on apprécie l'analyse économique. Ensuite, on va sur les éléments financiers. Je vous présenterai les principaux agrégats sur la slide suivante. L'idée, c'est qu'on apprécie la dynamique de l'entreprise en portant un regard critique sur son environnement interne et son environnement externe. Sur l'environnement interne de l'entreprise, on va apprécier ses forces et ses faiblesses. Et on va le faire selon la matrice que tout le monde connaît, la matrice pour les forces et les faiblesses en interne et les opportunités et menaces en externe, tout ce qui est exogène à l'entreprise. Sur l'environnement interne, donc l'entreprise en elle-même,
on va regarder son ancienneté, on va regarder l'actionnariat, la structure de l'actionnariat. Est-ce que c'est une filiale? Est-ce que c'est une succursale? Est-ce que c'est une entreprise qui peut se reposer sur le soutien de ses actionnaires? On va regarder la qualité de ses dirigeants. Est-ce que ces dirigeants-là ont une expertise, une expérience avérée sur le secteur d'activité sur lequel opère cette entreprise? On va regarder le management. On va regarder l'activité et le savoir-faire de cette société. Et enfin, on va regarder en interne tous les moyens qui sont mis à disposition de cette société-là pour gérer son business, gérer son activité. Sur l'environnement externe, ce qu'on va apprécier, c'est le positionnement de l'entreprise sur son secteur, sur son marché. Est-ce que l'entreprise intervient sur un secteur de niche? Est-ce que l'entreprise intervient sur un secteur qui est atomisé, un marché atomisé avec beaucoup d'intervenants? Comment se porte la concurrence? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? C'est ce qu'on va apprécier sur l'environnement externe. Et enfin, la NG, apprécier la relation que le client a avec ses propres clients et avec ses fournisseurs. Les clients et les fournisseurs vont avoir un impact majeur sur l'activité de cette entreprise, vont avoir un impact majeur sur les délais de paiement, règlements, et donc vont influencer la politique de trésorerie de la société. Sur la slide suivante, rapidement, sur les quelques agrégats financiers, on vous présente là les principaux indicateurs. L'idée derrière, c'est qu'on puisse mesurer la pérennité de l'entreprise et la capacité de remboursement de l'entreprise. Nous, ce qu'on apprécie au niveau de la direction des risques, c'est est-ce que cette entreprise génère suffisamment de cash pour pouvoir assurer le bon service de la dette, le bon service de nos concours. In fine, ce qu'on cherche aussi au niveau de la direction des risques, c'est maîtriser notre risque. On fait de la distribution de crédit, mais on veille à ce que cette distribution se passe bien, qu'on ait le zéro risque n'existe pas, mais qu'on atténue notre risque. Et pour la direction commerciale, pour toute la banque, qu'on serve nos clients et que nos clients puissent répondre à leurs besoins avec les financements ou les solutions de financement que leur propose. La partie à gauche du diagramme, donc tout ce qui est activité, rentabilité et MBA, on est sur le compte de résultat. Donc l'activité, l'indicateur pour apprécier l'activité de la société, c'est le chiffre d'affaires. Pour moi, le chiffre d'affaires, c'est la vanité. On peut avoir un chiffre d'affaires, mais derrière, ne pas avoir suffisamment de rentabilité ou dégager suffisamment de cash. C'est le cash qui va nous permettre de servir la dette, d'apprécier si vous êtes en mesure de rembourser votre crédit sans encombre. On a la rentabilité, sans parler de la rentabilité opérationnelle, la rentabilité financière, in fine, la rentabilité nette. Pour la rentabilité nette, pour la direction des risques, c'est gage de sérénité. Est-ce que l'activité génère suffisamment de rentabilité? Est-ce que la rentabilité est assise? Est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce qu'elle est exceptionnelle? Pourquoi elle est exceptionnelle? Donc, c'est des choses qu'on va challenger, qu'on va apprécier avec les interactions qu'on a avec la direction commerciale et puis la direction commerciale avec son client s'il y a des questions qui subsistent. Et puis, on a la marge brute d'autofinancement qui nous permet d'aller un peu plus loin dans l'analyse de cette rentabilité, comment dégager cette rentabilité et qui est aussi un élément de confort dans l'appréciation du risque de crédit ou du risque de contrepartie sur une opération. La partie à droite, donc les trois derniers blocs, on est sur la structure du bilan. On va apprécier la solvabilité, la liquidité de la société au travers sa structure financière. Est-ce que sa structure financière est équilibrée ou pas? Est-ce qu'on a un fonds de roulement qui est positif ou négatif? Est-ce que j'ai des ressources stables qui couvrent largement mes emplois stables? Comment je finance mes emplois stables? Aïssatou a parlé tout à l'heure de crédit d'investissement, donc tout ce qui est financement des immobilisations, financement d'équipements. Donc ça passe aussi par comment on finance ces équipements. Est-ce que j'ai suffisamment de ressources pour les financer ou est-ce que je vais avoir un recours au financement externe, au crédit externe pour financer mes immobilisations? On a le BFR. Donc le BFR, je l'ai un petit peu introduit quand j'ai parlé des relations avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec les clients et fournisseurs de l'entreprise pour voir si le BFR aujourd'hui, il a besoin d'être financé par la banque. Comment elle finance? Aïssatou a présenté des solutions de financement. On peut avoir du découvert, on peut avoir du crédit stock,
on peut avoir du spot. Tout ça, quand on est sur le BFR, on est généralement sur des financements à 1 an au plus. Et puis, on va apprécier la trésorerie, qui est la différence, basiquement, c'est la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Et sur cette trésorerie-là aussi, on a des solutions de financement que je vous ai présentées qui sont liées au financement du BFR. On n'est pas là pour faire de la théorie, mais en tout cas, voilà, c'est les principaux éléments que l'on va apprécier sur la partie analyse financière, sur l'approche traditionnelle de l'analyse des risques dans un dossier de crédit, pour d'une part s'assurer de la pérennité de l'entreprise et d'autre part s'assurer de sa capacité de remboursement. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les deux premières slides, sur les deux premières slides, on était sur l'approche traditionnelle de l'analyse risque. Quand on est sur l'analyse de flux de trésorerie, on complexifie un petit peu, on va un peu plus loin dans l'analyse du dossier de crédit. À travers la démarche du plan de trésorerie, on vise à identifier si le cash généré permet de rembourser le concours du client. C'est tout là l'intérêt d'une analyse des flux de trésorerie. C'est, comment dire, tout simplement un résultat d'exploitation bénéficiaire ne garantit pas la bonne santé d'une entreprise. Ça, c'est une fausse idée. On a tendance à se dire que le résultat d'exploitation est positif, donc ça suffit pour me garantir sur la bonne santé de l'entreprise. Non. Si les encaissements sont inférieurs aux décaissements, à terme, l'entreprise peut avoir un problème et un risque de cessation de paiement, être en difficulté et derrière, on peut même aller sur la situation de défaut pour l'entreprise. L'entreprise est dans l'incapacité de faire face à ses engagements. Et là, clairement, pour l'entreprise, c'est un risque, mais pour la banque, c'en est un également. Slide suivante, s'il vous plaît. Ce qui intéresse tout le monde quand on a parlé de l'analyse des risques, c'est comment on prend cette décision de crédit. Qu'est-ce qui nous mène à prendre une décision de crédit? Qu'est-ce qui mène moi, directrice des risques, ou la direction des risques, l'analyste risque, pardon, au sein de la direction des risques, à être confortable sur une décision de crédit? Quand je dis confortable sur une décision de crédit, cette décision peut être positive ou négative. Bien entendu, idéalement, on souhaite que cette décision soit positive, parce qu'on est là encore une fois. Notre but premier, notre rôle premier, c'est de distribuer du crédit en toute confiance et de bâtir une relation durable avec nos clients. On n'est pas là pour refuser des dossiers de crédit. Donc, on va analyser les besoins du client sur la base de l'analyse qu'on a menée sur son environnement économique, sur ses principaux agrégats financiers. Et on va challenger, on va regarder si le niveau de concours qui est sollicité par la direction commerciale ou sollicité par le client est adéquat et justifié en fonction de toute l'analyse qu'on a menée en amont. Sachant que ce rôle-là, ce premier rôle-là, c'est la direction commerciale qui l'a. La direction commerciale a ce même rôle que la direction des risques. Ils sont tout autant responsables des engagements qu'ils prennent pour la banque, au sein de la banque. Ils sont tout autant responsables que la direction des risques. La direction des risques vient vraiment en second niveau. Sur les décisions de crédit, on a deux types de décisions de crédit. Donc, les décisions de crédit court terme. Sur le court terme, on finance essentiellement le BFR. On est sur une durée maximale jusqu'à 1 an. On va financer la trésorerie, le cycle d'exploitation de l'entreprise. On va proposer du découvert, du spot, une ligne de crédit. Par exemple, Aïssatou l'a présenté tout à l'heure sur le crédit documentaire. Sur les décisions d'investissement, on va aller un peu plus loin. On est sur des durées de crédit en moyenne de 5-7 ans. On va financer de l'équipement pour l'exploitation. On va financer de l'immeuble. On va financer des immobilisations. On va financer, Aïssatou parlait d'un siège tout à l'heure. Là-dessus, un outil qui est essentiel à la prise de décision d'investissement, c'est le plan de financement. Avec le plan de financement, on regarde également, comme on l'a décrit avec le plan de trésorerie, on mesure la capacité de l'entreprise à faire face à sa dette future, à ses charges futures liées à cette nouvelle dette qu'on met en place pour répondre à son besoin. Et en fonction
donc de toute cette analyse, de la manière dont on va conduire notre décision, la prise de décision, si on s'aperçoit qu'on a une probabilité de défaut qui est avérée ou qui est plus ou moins élevée en fonction du financement, en fonction de la qualité intrinsèque de notre client, derrière, on va proposer des garanties. J'insiste sur le fait que c'est derrière et c'est très en aval qu'on va proposer des garanties. Les garanties sont là pour atténuer le risque. On n'est pas sur une approche asset-based. On n'est pas sur une approche, on distribue du crédit pour faire des garanties. On doit s'assurer en premier lieu que l'entreprise, notre client, est capable de rembourser sa dette, de faire face à sa dette avant d'aller sur des solutions, des solutions de backup, ou en tout cas des garanties pour couvrir notre risque. Il est vrai que la direction des risques, on a tendance à demander beaucoup de garanties, mais le fait que l'entreprise apporte une garantie, c'est aussi que l'entreprise aussi croit à son propre projet. Ça, c'est important. C'est le premier propriétaire du projet. S'il doit convaincre la banque, ça passe aussi par je suis en mesure de vous donner une hypothèque parce qu'on est sur le financement d'une immobilisation, un nantissement du matériel parce que vous m'accompagnez sur l'acquisition de nouveaux matériels pour pouvoir exploiter mon activité. Donc tout ça, c'est des éléments essentiels qui nous confortent, nous, direction des risques dans la prise de décision. Et puis, il y a des solutions que nous avons avec nos partenaires quand on est sur des solutions d'affacturage ou autres, où on peut avoir de l'assurance crédit avec des organismes comme vous, comme nos partenaires, la COFAS. Slide suivante. Donc, je reviens sur mon idée de départ, un des messages clés. La direction des risques se base sur un dossier de crédit, sur le seul dossier de crédit. C'est le seul élément qui nous permet d'apprécier la qualité d'un client et surtout si il est capable à terme de rembourser le crédit ou le concours qu'on va mettre en place. Cela suppose pour le commercial et pour la relation client commercial, client business, une totale transparence. Cela suppose le développement d'une relation durable, une relation de confiance. Cela suppose pour la direction commerciale une bonne appropriation de l'environnement de son client. Les chiffres ne suffisent pas, je l'ai dit, les chiffres sont en complément. La première chose essentielle, c'est qu'on s'assure et qu'on s'approprie l'environnement de notre client. Est-ce que la ligne qui est sollicitée par le client répond concrètement? Est-ce qu'on justifie la réalité économique, l'intérêt économique de la ligne qu'on va mettre en place et qu'on va mettre à disposition de ce client? Donc, sur les outils qui vont nous mener à trouver un consensus entre la direction commerciale et la direction des risques, c'est le dossier de crédit. Dans ce dossier de crédit, on a les comptes rendus de visite qui sont dressés à l'issue des entretiens entre les clients et la direction commerciale. On a tout ce qui est état financier. État financier, on peut avoir les états financiers, on peut réclamer sur les 3 dernières années, c'est l'usage. Un minimum de 3 ans pour apprécier la dynamique de l'entreprise. Une année ne suffit pas. Malheureusement, on apprécie d'avoir un track sur 3 ans. Quand c'est une société récente, on va apprécier le BP, on va challenger les hypothèses qui sont apposées dans le BP. On va aussi, apprécier si c'est un client existant, la relation avec la banque. Est-ce que c'est une relation qui est récente? Est-ce que c'est une relation qui est établie depuis plusieurs années? Comment fonctionne cette relation avec notre client? Indépendamment du dossier de crédit et des états financiers, ce qu'on apprécie aussi au sein de la direction des risques, c'est le fonctionnement du compte qui est ouvert dans les livres de la banque. Ça, c'est essentiel. On peut avoir une entreprise de bonne facture, mais derrière, avec un fonctionnement du compte qui n'est pas optimal ou en tout cas qui ne rassure pas la direction des risques dans l'appréciation du dossier de crédit du client. Et dans les rôles et responsabilités des uns et des autres, donc puisque chaque maillon est essentiel dans le processus de décision du crédit, le commercial, on lui demande de bien connaître son client et ses besoins. Au commercial, on lui demande de présenter un dossier, avec l'emballage, raconter une histoire derrière ce dossier de crédit, une histoire qu'on puisse vendre facilement auprès de la direction des risques qui ne connaît pas le client, qui ne connaît le client finalement qu'à travers
ce dossier de crédit. Et puis au niveau de la direction des risques, on va apprécier ce dossier de crédit, on va challenger les hypothèses, on va challenger les informations qui sont contenues dans ce dossier de crédit. On va être force de proposition aussi. Si le dossier qui est présenté ne répond pas vraiment, ou en tout cas ne nous conforte pas suffisamment dans la prise de décision, on va être force de proposition et on va conseiller, on va accompagner la direction commerciale. On a un rôle de partenariat. On n'est pas là pour freiner nos partenaires commerciaux dans le développement du business. Et puis, aux côtés de notre direction commerciale, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va apprécier, développer l'appétit au risque de la banque. On va décider d'aller sur les énergies renouvelables. On va regarder avec la direction commerciale, comment se comporte ce marché, comment évolue ce marché, quelles sont les opportunités et comment on peut accompagner les clients de ce marché. Voilà, c'est un exemple que je souhaitais partager. Peut-être la dernière slide. Voilà, donc un dossier de bonne facture, donc on challenge les éléments financiers du business model, c'est ce que je disais, pour in fine juger la capacité de l'entreprise à être profitable, rentable, et in fine rembourser son crédit, rassurer et la banque et les clients. Donc le préalable, c'est est-ce que je comprends la demande? C'est la question que la direction commerciale doit se poser en premier lieu. Mais c'est également une question que se pose aussi la direction de risque quand le dossier arrive sur la table. Est-ce que la demande est cohérente avec le besoin du client? Ça, c'est essentiel. On ne va pas répondre à une demande de découvert si l'entreprise est cash riche. Ça n'a pas de sens. Ou en tout cas, il faut le justifier. Et puis après, dans l'évaluation, on va évaluer bien entendu l'opportunité et puis on va s'inscrire dans l'analyse de la vision stratégique à mettre en œuvre pour accompagner ce client, pour installer cette relation durable et cette relation de confiance avec le client. Voilà. Merci et je laisse la parole à Samantha. Merci Aïssatou. OK. Donc, du côté de la COFAS, nous avons organisé ce séminaire en partenariat avec Société Générale aujourd'hui pour faire ressortir de façon pratique les erreurs que nous rencontrons très souvent en tant que récepteur de la communication financière, en tant que lecteur de ce que les sociétés nous soumettent comme support financier. Donc, il était important pour nous de rester pratique, donc de voir en réalité quelles sont les erreurs que nous rencontrons le plus souvent. Et je vais peut-être revenir sur ce que mes collègues ont déjà dit précédemment, mais l'idée, c'est d'être vraiment, de ressortir vraiment les éléments les plus récurrents qui nous mettent souvent un peu mal à l'aise dans l'analyse des états financiers. Donc, en premier lieu, si nous sommes sur la slide, voilà. En premier lieu, nous constatons que les entreprises... Allô, il y a un micro qui est ouvert. Voilà. Donc, nous constatons que les entreprises considèrent très souvent que la communication financière ne les concerne pas, qu'elle concerne un certain type, un certain type d'entreprise de grande taille, les entreprises cotées en bourse, comme mes collègues l'ont déjà dit. Mais non, nous rappelons à toutes les entreprises que la communication financière concerne tout le monde et que tout le monde devrait en interne développer, investir sur cette communication, sur cette stratégie-là. Donc, un deuxième point, comme erreur qu'on rencontre très souvent, et ça c'est l'erreur de base, l'erreur sur la qualité de l'information comptable. Est-ce que les systèmes d'information comptable de l'entreprise sont aboutis? Est-ce qu'il y a déjà un système d'information comptable construit? Tout ceci ne nous permet pas très souvent de bien analyser et de bien découvrir le potentiel des entreprises. Donc, je ne vais pas revenir sur les principes comptables de base, mais quand même, il faudrait que les états financiers ou tout autre support de communication financière soient pertinents, fiables,
qu'il puisse être comparé aux années N-1, N-2 et que même les prévisions émises soient comparables avec la réalité à date. L'autre erreur sur laquelle mes collègues que mes collègues ont déjà décrit, c'est l'écosystème de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise peut être analysée? Est-ce que l'image de l'entreprise ressort par rapport à son écosystème? Il faut communiquer ses états financiers, mais il faut en plus donner notre particularité dans notre écosystème. Il faut déjà le maîtriser parce que vous ne pouvez pas être dans un secteur sans savoir quels sont les déterminants de ce secteur, quels sont les facteurs les plus influents dans ce secteur. Donc, bref, avoir une certaine résonance avec son écosystème et avec cette résonance, venir vers votre partenaire financier, venir vers la garantie COFACE pour pouvoir montrer que vous pilotez les métriques de votre secteur et que vous pouvez aussi développer et décrire qu'est-ce qui se passe dans votre secteur. On a parlé de SWOT tout à l'heure. Je vais revenir, par exemple, sur la notion du common size. Vous pouvez certes dire, mon activité a évolué de 30% cette année, mais si vos partenaires ou vos confrères sur la place ont évolué de 50%, en d'autres termes, vous êtes en retard par rapport à votre marché. Il y a des effets prix aussi qui doivent être considérés, il y a des effets de fiscalité. Bref, donnez à la personne à qui vous communiquez tous les éléments d'analyse qui vous permettront de montrer que vous êtes vraiment le pilote de votre entreprise et que vous maîtrisez votre entreprise non seulement en tant qu'individu, mais l'individu dans le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. L'autre principe sur lequel nous avons quelquefois des soucis, il faut avoir aussi une idée de pérennisation de votre entreprise. L'entreprise aujourd'hui n'est pas l'entreprise attachée à un responsable financier, n'est pas attachée au promoteur qui a certes eu l'idée de créer l'entreprise, mais aujourd'hui, les entreprises de notre environnement, qui sont très souvent des entreprises familiales, n'ont pas une vision de long terme de leur entreprise. En d'autres termes, le cocon familial reste un peu comme Mohamed disait tout à l'heure, vivons cachés, vivons heureux, vivons cachés. Le cocon familial reste, l'information reste dans ce cocon familial. Les entreprises familiales qui sont la majorité des entreprises que nous rencontrons, doivent penser à la transmission intergénérationnelle. Quelle transmission je fais et comment est-ce qu'aujourd'hui j'organise ma communication financière pour que demain après demain, en cas de changement de DAF, en cas de changement de directeur, il n'y ait pas rupture, qu'il n'y ait pas destruction d'un modèle et que toute la palette, l'alias de personnes qui attendent de recevoir une information financière continue puisse à chaque fois la recevoir sans être subi des incidents internes sur le plan de la famille, sur le plan de ce cocon familial qui est aujourd'hui, qui doit être certes préservé, mais qui doit communiquer avec le tissu économique. L'autre point sur lequel je voudrais qu'on s'attarde vraiment, c'est l'accompagnement. L'accompagnement et le conseil. Aujourd'hui, les entreprises n'investissent, en tout cas, elles devraient investir plus dans la recherche du bon accompagnement, que ce soit interne, que ce soit externe. Et au-delà de ça, non seulement après la recherche de cet accompagnement, elles devraient insister aussi sur l'alignement entre les supports fonctionnels de finances, de comptabilité, etc. et eux-mêmes. Le directeur général a eu des ambitions, a une stratégie qu'il déploie, mais parfois, nous, en tant que réceptacles de l'information financière, on découvre des vides de stratégie, des vides d'information entre les différents supports de l'entreprise. Donc aujourd'hui, notre conseil, c'est d'essayer le plus possible d'éviter la symétrie d'information entre la fonction dirigeante, la fonction comptable avec qui nous évoluons tous les jours, qui nous communique certes des états financiers, mais qui sont souvent un peu jetés dans la mare comme un pavé, sans accompagnement, sans narratif, sans ce que mes collègues évoquaient déjà, sans les commentaires qui doivent accompagner une stratégie de communication. Donc aujourd'hui, nous œuvrons et nous espérons que les entreprises qui nous suivent essaieront de travailler à l'alignement entre les fonctions internes et ce que l'équipe dirigeante va chercher. Une équipe dirigeante qui vient vers un financier,
une équipe diligence qui s'approche de Coface pour avoir une garantie devrait aussi transmettre les mêmes ambitions à ses différentes fonctions internes. L'autre erreur aussi qui revient très souvent au-delà, parce que ça revient toujours à la qualité de l'information, c'est les écarts significatifs. J'ai mis en exergue la notion d'écart significatif parce qu'aujourd'hui, que ce soit en OHADA ou en IFRS ou bien dans la transition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans notre environnement, il y a beaucoup d'écarts significatifs qui ne sont pas expliqués. Les entreprises établissent, communiquent, certes, c'est pour celles qui communiquent, mais aujourd'hui, il n'y a pas de commentaires, et je reviens encore sur les commentaires, sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les écarts peuvent être conscients ou inconscients, mais il faudrait qu'ils soient accompagnés de commentaires et dès le départ, pas qu'ils viennent en correction parce que votre banquier vous a appelé, vous a demandé qu'est-ce qui se passe entre tel compte, entre telle année et telle année, voilà. Donc, il faudrait que de façon proactive, les entreprises sachent admettre des erreurs internes, admettre aussi en communiquant justement de façon positive les écarts significatifs, et ceci permettrait aux entreprises de nous expliquer pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. Nous savons tous que le cycle de vie d'une entreprise n'est pas fait que de haut, mais il y a aussi des bas. Communiquez-le et justement appropriez-vous cette communication pour que même les périodes basses, les périodes de vaches maigres restent des périodes où vous semblez maîtriser et non subir ce qui vous arrive. Le dernier point que je vais évoquer, c'est l'optimisation fiscale. Les entreprises avec lesquelles nous échangeons ou bien celles qui aujourd'hui refusent d'échanger de façon continue l'information restent très attachées, très focus sur l'optimisation fiscale. Le stress qui habite ces entreprises ne leur permet pas de détecter les coûts d'opportunité, le coût d'opportunité de ne pas communiquer avec son banquier, le coût d'opportunité de ne pas communiquer avec tout autre financier ou garantie telle que la garantie Coface. Les entreprises ne mesurent pas ces pertes d'enveloppe parce qu'elles sont très orientées sur l'objectif d'optimisation fiscale. Elles ne voudraient pas perdre en fait, elles ne voudraient pas avoir des dégâts sur le plan de la fiscalité, donc elles essayent à chaque fois de se restreindre, de se mettre dans une sorte de cercle vicieux qui ne leur permet pas de jauger et d'évaluer les autres opportunités. Donc, en gros, voici un peu les erreurs que nous avons pu compiler. Et pour passer à la slide suivante, nous allons plutôt revenir encore sur les best practices et parler cette fois-ci de comment communiquer, comment définir justement sa stratégie de communication. En premier lieu, nous allons bien revenir encore sur se faire accompagner. Choisir le bon conseil, choisir le conseil qui pourra suivre vos ambitions, vous amener là où vous voulez être, définir aussi un budget, une stratégie appelle budget. Une stratégie, on en a parlé déjà, doit être écrite. Vous devez piloter en tant que dirigeant, en tant que chef comptable, en tant que DAF. Quel est votre storytelling? Qu'est-ce que vous écrivez vous-même sur votre entreprise? Les canaux aujourd'hui sont tellement diversifiés. Comment est-ce que vous broadcastez? Est-ce que c'est vous qui invitez les intervenants tels que Coface, tels que Société Générale à votre table pour parler de votre entreprise? Vous devez aussi vous rendre compte que de toute façon, si vous ne communiquez pas, les lecteurs, nous qui sommes analystes de votre entreprise, de la chimie dans votre entreprise, nous sommes appelés à nous rabattre sur des informations qui ne sont pas de premier ordre. Donc, il faudrait définir vous-même, piloter en interne, prévoir des entretiens, définir des événements, prévoir justement tout ce narratif que vous allez piloter, anticiper pour arriver à une anticipation et à de la transparence. La deuxième best practice serait pour moi, et c'est très important, c'est ce qui a généré aujourd'hui ce webinaire, que des banquiers, des sociétés d'affacturage, la presse spécialisée et tout le scope qu'il faudra vous-même définir. À qui est-ce que je remets aujourd'hui ma liasse financière? À qui est-ce que je dois donner mes états financiers? Vous devez le faire à temps, vous devez définir cette liste de distribution à temps, vous devez choisir les bons intervenants qui touchaient dans la presse généraliste, qui touchaient dans la presse spécialisée. Pourquoi pas inviter de vous-même, comme je disais tantôt. Et je parle aussi de timing, je vais insister sur le timing parce que il ne faudrait pas attendre, il y avait une image tout à l'heure qui le montrait très bien, il ne faudrait pas attendre le moment
T, le moment de stress de trésorerie, ou bien le moment où on se rend compte, à cause de tels facteurs exogènes, on ne sera pas capable de financer telle action, telle stratégie et on ne pourra pas rembourser tel fournisseur pour aller vers son banquier ou bien pour demander une garantie. Vous devez voir votre stratégie de communication comme un calendrier de toujours que vous devez tenir. Et donc, le scope et le timing vont ensemble. Il faut une certaine régularité dans votre transmission. Moi, mon conseil pratique, c'est de définir au moins 2 fois par an une communication financière. Définir des actes de communication financière au moins 2 fois par an. Ne pas attendre la période justement forcément des impôts parce qu'elle ne convient pas forcément à votre cycle de vie en interne. Donc, il faut toujours être proactif et voir, je suis une société qui vend des jouets, est-ce que je vais attendre mars pour communiquer alors que j'ai un besoin de trésorerie en décembre, avant décembre même, puisqu'il faut commander déjà ces jouets, etc., etc. On revient encore sur la troisième best practice, ça c'est évaluer sa communication. Évaluer, je discutais encore avec des auditeurs dernièrement, il faut écouter les personnes à qui vous avez communiqué. Il faut vous dire que c'est une relation durable dans laquelle le lecteur, celui qui lit votre vie, la vie économique de votre entreprise, au fil des années, ne perçoit pas forcément de la même façon ce qui vous détermine, etc. Donc, il faut échanger et avoir justement ce retour. J'ai communiqué en 2020, j'ai communiqué en 2021. Quels étaient les retours? Quels étaient les retours de la part de mon banquier principal? Quels étaient les retours de la part de la presse financière? Est-ce que j'ai été challengée? Est-ce qu'on a critiqué tel point de ma communication? Bref, avoir un retour et écouter et justement réagir par rapport à ces feedbacks-là. Définir en interne des KPI. L'ambition de la communication financière, c'est une ambition de long terme. J'ai des ambitions en termes de niveau d'enveloppe. J'ai besoin d'une certaine enveloppe pour accompagner mon déploiement. Je définis, est-ce que j'ai réussi en communiquant à atteindre les enjeux? Est-ce que j'ai réussi à atteindre les 100% de ce dont j'avais besoin? Comparer ces prévisions aussi par rapport aux données du secteur, est-ce qu'elles ont été réalisées? Bref, faire une rentabilité, suivre la rentabilité de sa communication au fil du temps. En dernier best practice, on ne peut continuer aujourd'hui sans parler des périodes de crise. Nous sommes encore en fin de période de crise, Covid. L'entreprise aujourd'hui qui communique doit continuer à se différencier même dans sa communication financière. Il faudrait innover. Justement, ne pas attendre le plus fort, le cœur de la crise pour commencer à communiquer un peu tout azimut. Comme on a dit tout à l'heure, construire, se différencier et détecter les enjeux et les menaces face aux différents types de communication. On a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous entraînent un peu aujourd'hui dans une communication qui va dans tous les sens, une communication de réaction. Il faudrait que les entreprises, dès le départ, considèrent qu'elles doivent communiquer, elles doivent détecter les menaces qui pourraient advenir, innover justement en communiquant soit par les réseaux sociaux, soit en déployant d'autres canaux de distribution. Comme j'ai dit tantôt, vous pouvez inviter 2 fois par an votre banquier à la table pour discuter un peu de comment se porte votre entreprise. Aussi, voir, par exemple, et on a vu ça un peu en interne au moment de la crise Covid, les ratios financiers, on va dire d'antan, ne sont plus les ratios financiers d'aujourd'hui. Il faudrait évoluer. Les entreprises partenaires, toutes les entreprises qui constituent l'alliance du financement, n'attendent pas forcément les ratios tels que vous le percevez. Il faudrait communiquer pour demander quels sont les ratios de mon secteur dont l'entreprise, dont la société de financement, dont la société de garantie a besoin. Qu'est-ce que je peux apporter de plus, considérant que nous sommes en période Covid? Est-ce que je vais parler de mes forecasts? Est-ce que je vais parler de mon carnet de commandes? Comment est-ce que je vais communiquer? Bref, se déterminer, être acteur vraiment de sa communication et envoyer justement ce caractère, la maîtrise, renvoyer de la maîtrise de sujet et constituer à la fin de la journée, je vais finir par là, à travers sa communication financière, une garantie complémentaire. Si vous rassurez votre partenaire dans la maîtrise de vos sujets, ça constitue déjà une certaine garantie et je vais repasser la parole à Corinne pour la fin, pour les questions-réponses. Merci. Merci Lina, merci Mohamed, merci Aïssatou.
merci Aïssatou encore pour ces présentations riches en informations. Je pense que tous les participants qui ont bien écouté ont pu avoir quelque chose en plus sur l'importance de la communication financière pour rassurer ses partenaires. Et je pense que le mot d'ordre, comme Mohamed l'a dit tout au début, c'était la transparence dans l'information que nous passons à nos différents partenaires. Donc, je vais laisser la parole. Nous sommes à la session des questions-réponses. Pour tous ceux qui ont des questions par rapport aux différentes présentations qui ont été faites, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main ou bien vous pouvez prendre la parole. Donc, je vous laisse poser des questions. Allô? Oui, allô? Oui, Mikanga Jean. Oui, bonjour Jean. Oui, bonjour. Bonjour à tous les intervenants. Merci de la richesse des interventions. Il y a un adage qui dit souvent que, bon, toute chose n'est pas bonne à dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça veut dire que toute information, parfois, elle peut vous sauver si vous la donnez, et comme elle peut vous noyer si vous la donnez, disons, en un certain temps. Parce que ça dépend, parfois, c'est un problème de temps. Je peux être bonne aujourd'hui, je peux donner à mon banquier, ça me noie. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cette préoccupation? Toute vérité n'est pas bonne à dire, toute information n'est pas bonne à donner, parfois à un moment précis. Parce que ça peut vous causer préjudice. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est Mohamed ou si c'est Lina qui peut répondre à la préoccupation de Jean. Je m'adresse surtout au banquier. Ah, ok, d'accord. Merci de préciser. Donc, je vais laisser la parole à Aïssatou de pouvoir répondre à la préoccupation de Jean. D'accord. Merci beaucoup, Jean. Merci pour cette question. Effectivement, ça nous a fait sourire de notre côté quand on disait que toute vérité n'est pas bonne à dire. D'accord, mais là, on parle bien de la vérité financière. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est que, par exemple, comme vous dites, vous êtes dans une situation et vous ne donnez pas toute l'information, parce que si vous pensez que si on donne toute l'information, ça va vous porter préjudice et que vous n'allez pas avoir le financement auquel vous prétendez. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse trouver ensemble une solution. Parce que si vous-même, vous savez que si vous dites tout, vous n'aurez pas ce financement-là, c'est que peut-être il y a un impact futur qui sera quand même assez néfaste pour vous, pour votre entreprise et pour vos employés. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est trouver des solutions ensemble. Vous nous dites, je suis dans telle situation, j'ai tel problème. On a souvent eu des clients qu'on a accompagnés, et je parle sous le contrôle de Aïssatou, qui à un moment n'étaient plus en mesure de payer, sont revenus nous voir pour qu'on fasse une restructuration, qu'on voit comment on peut alléger la charge de la dette de façon à ce qu'ils ne soient pas en défaut ou qu'ils aillent au contentieux. Donc, c'est des solutions, c'est des choses qu'on peut avoir, mais il faut qu'on puisse discuter et qu'on ait l'information, qu'on ne soit pas mis devant le fait accompli où un beau jour, quelqu'un vient et nous dit « Bon, moi, je ne peux pas payer, je ne peux plus payer. Maintenant, il faut trouver, c'est votre problème. » C'est ce qu'on veut éviter. Donc, quand on parle de donner la communication, donner l'information, c'est pouvoir dire, je fais face à tel ou tel problème. Est-ce que je peux bénéficier d'un report d'échéance parce que j'ai eu un retard? Souvent, il y a des entreprises qui travaillent avec l'État, qui ont des retards sur les paiements, et ça, c'est des choses qui ont quand même été calculées et prévues au moment où on faisait l'octroi de crédit. Donc, il faut donner l'information suffisamment en amont pour que le banquier sache comment s'organiser et se retourner et éviter que ce soit préjudiciable après au client. Aïssatou, tu veux rajouter quelque chose? Merci Jean pour cette question et merci Aïssatou. Enfin, moi, j'abonde totalement dans le sens de ce qui a été dit par Aïssatou. Toute vérité n'est pas bonne à dire. On suppose qu'il y a une difficulté particulière. La banque, encore une fois, elle est là pour conseiller et accompagner ses clients. Je ne dis pas ça pour faire plaisir, parce que derrière, on l'a encore dit, on a insisté, l'idée et surtout l'objectif, c'est qu'on base une relation durable, une relation solide avec notre client.
On l'a vu pendant la période crise Covid. Société Générale a beaucoup accompagné ses clients pour traverser cette période qui était compliquée. On n'en est pas encore sorti, mais plus tôt et plus vite on a l'information, mieux on s'adapte et moins on évite la casse, que ce soit pour la banque, que ce soit pour le client. Donc voilà, c'est vraiment essentiel qu'on ait l'information. Encore une fois, c'est une relation de confiance qui doit s'installer entre le client et son banquier, entre le banquier et son partenaire. Quand on est sur une relation tripartite, entre les trois parties, on est là pour aider, accompagner notre client à se développer. S'il y a une situation de crise, il y a des solutions pour accompagner à traverser une situation de crise. Et au niveau de la direction des risques et du recouvrement, parce que j'ai la casquette recouvrement, ce que j'apprécie beaucoup quand j'ai un débiteur en face de moi qui est en difficulté, c'est sa bonne foi. Je vais vraiment apprécier sa bonne foi et sa transparence. Voilà. J'espère qu'on a pu répondre à la question. Oui, merci beaucoup. Merci Jean pour ta question. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Diop. Monsieur Diop Tchèque qui a levé la main pour sa question. Allô, vous m'entendez? Oui, Monsieur Diop, nous vous entendons. Bon, merci déjà de la qualité des présentations. Et merci aujourd'hui d'essayer d'informer par rapport à la situation d'aujourd'hui que les entreprises traversent. Moi, je suis un client de la Société Générale. Donc, mon cas est un peu spécifique parce que en 2018-2019, j'ai trop investi jusqu'à utiliser mon cash flow. Maintenant, au moment d'exploiter la Covid est arrivée. Et aujourd'hui, je suis dans des difficultés pour faire face déjà à mes engagements et éventuellement financer un peu mon activité. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans cette situation. Je suis prêt aujourd'hui à partager l'ensemble de mes informations financières pour pouvoir voir est-ce que réellement il y a une solution d'accompagnement par rapport à ma situation. Et ce que j'ai en termes de trésorerie ne me permet pas de faire face à l'ensemble de mes engagements. Et je suis dans cette situation et j'aimerais vraiment être reçu de la Société Générale, partager avec eux, discuter et pour voir est-ce que réellement il y a une solution par rapport à ça. Je vous remercie. Merci, Monsieur Diop, pour cette transparence. Merci pour l'information. Une chose essentielle, vous avez dit que vous étiez client de la banque depuis 2018, si j'ai bien compris. On vous a accompagné sur des crédits d'investissement, si j'ai bien compris aussi. Je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller commercial ou en tout cas des responsables marché. Sur l'organisation direction commerciale, on a 2 responsables marché, un dédié au marché des grandes entreprises et un dédié à la PME. Ces responsables marché sauront vous aiguiller, vous écouter pour voir quelles solutions on peut vous amener, vous apporter pour que vous sortiez de cette situation qui est somme toute compliquée. C'est une période qui n'est pas facile pour un grand nombre d'opérateurs, d'intervenants du marché. On a eu, comme je l'ai dit, à accompagner certaines entreprises via des solutions de report d'échéance. C'est en tout cas la première solution à laquelle je pense, puisqu'on est sur un crédit d'investissement. Et puis derrière, s'il y a encore besoin d'appuyer davantage sur les lignes de trésorerie, on va regarder comment on peut vous accompagner sur les lignes de trésorerie. Il est important en tout cas que vous veniez avec toute la documentation qui va être nécessaire pour apprécier votre situation, la situation de votre entreprise, donc tout ce qui est bilan. On va apprécier s'il y a une situation qui avait tendance à se dégrader avant cette crise Covid ou c'est quelque chose qui est conjoncturel. Donc, est-ce qu'on est sur du structurel ou du conjoncturel? Et en fonction, on peut vous trouver une solution adaptée et adéquate à votre situation. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller commercial
et puis on vous écoutera. S'il y a besoin, la direction des risques assiste parfois la direction commerciale pour trouver des solutions, parce que comme je vous le dis, j'ai la partie recouvrement, et sur le recouvrement, on aide les entreprises qui sont en difficulté. J'espère avoir répondu à votre interrogation. Vous nous entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Je vais me rapprocher. Donc, moi, je suis à Thiès et je vais me rapprocher de Moustapha Dieng. Je pense que je vais partager avec lui donc, pour voir donc, les possibilités en fonction donc, de ce que vous venez de dire. Oui, voilà. Et puis, on va regarder vraiment ce qui est adapté à votre situation. L'idée, c'est que vous sortiez la tête haute de cette situation, et c'est pareil pour la banque. Effectivement. Ok. Merci, Monsieur Diop, pour votre question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si vous avez d'autres questions à poser par rapport aux différents points qui ont été énoncés. Nous vous attendons. Alors, j'ai l'impression que tout le monde a très bien compris tout ce qui s'est dit ce matin. Alors, bon, je pense qu'il n'y a pas, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois pas de main levée. Je suppose que tout a été très clair durant ce webinaire. Il y a des mains qui se lèvent. Ah, ok, d'accord. Je vais donc laisser M. Ndoumen Aaron pourra poser sa question. Ensuite, Mme Nathalie Mogo pourra poser la sienne. M. Ndoumen, nous vous écoutons. Votre micro est coupé. Allô, M. Ndoumen, votre micro est coupé. Je ne sais pas si vous entendez. Ou tu passes à Nathalie? Ok, on va passer d'abord à Nathalie. Madame Nathalie Mogo, vous pouvez poser votre question en attendant que M. Ndoumen nous rejoigne. Ok, bonjour tout le monde et merci beaucoup pour la richesse des interventions. C'était vraiment une session pleine d'informations intéressantes. Donc, ce que je voulais savoir, est-ce que c'est possible d'avoir ce support? Le support que vous avez présenté, est-ce que c'est possible de l'avoir? Allô? Allô? Oui? Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, je demandais si c'est possible d'avoir le support que vous avez présenté. Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse vous envoyer le support. On pourra le faire à la fin après le webinaire. De toutes les façons, même le webinaire en lui-même a été enregistré et vous pourrez avoir le replay sur notre page YouTube COFAS Maroc. Donc, on pourra vous partager également le lien du replay du webinaire. Donc, à ce sujet, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Welcome, de rien. Donc, allô? Oui, monsieur Ndoumen, on vous entend. Bonjour, je m'excuse, tout à l'heure, j'avais un problème pour activer le micro, c'était un peu bloqué. Donc, je dirais, je remercie tous les intervenants pour la qualité de l'exposé, notamment les représentants de la banque et de la COFAS. Ma question ira à Aïssatou Soumaré, la directrice des risques de la Société Générale. J'ai bien suivi son intervention, c'est très enrichissant, mais j'ai une toute petite question concernant l'analyse du risque. Elle a dit les analystes crédit n'étaient pas en contact avec l'acheteur. La question que je lui pose est que est-ce que dans la pratique c'est toujours ainsi ou alors il y a des cas où
l'analyse des risques est obligé de descendre sur le terrain. La deuxième question, c'est quand on sait que les banques sont très attachées au ratio, dans un environnement comme le nôtre, où généralement les états financiers sont souvent pas de très bonne qualité pour certaines entreprises, il faut nuancer, comment la banque procède-t-elle? Je sais qu'elle a indiqué qu'il y a cette réalité de l'activité de l'entreprise, l'activité économique de l'entreprise qu'il faut toucher du doigt, qu'il faut connaître. Par rapport au ratio, comment la banque se comporte-t-elle pour contourner cette insuffisance que l'on rencontre souvent sur les états financiers? Merci. Merci pour ces questions. Ce sont de très, très bonnes questions. J'ai les mêmes questions souvent de mes collègues commerciaux. Sur la première question, alors, on n'a pas, c'est vrai que d'usage et traditionnellement, la direction des risques n'a pas à échanger directement avec les clients. Il n'y a pas cette relation avec les clients puisque j'ai commencé ma presse par introduire le rôle de la direction des risques et l'organisation de la direction des risques au sein de la banque. On est une filière qui est indépendante. On doit s'assurer de l'indépendance entre la filière commerciale et la filière risque. Voilà, ça c'est la première chose et c'est comme ça que fonctionne la banque. On fonctionne comme cela sur la partie process de crédit. Maintenant, il arrive que moi, directrice des risques, j'accompagne des commerciaux quand on est sur un projet d'investissement d'envergure ou quand on estime que la relation est importante, soit parce qu'il y a un enjeu risque, soit il y a un enjeu business. Donc là, il m'arrive d'accompagner les commerciaux sur le terrain, accompagner les commerciaux à rencontrer les clients. Je l'ai proposé aussi à l'intervention de gens. Quand il y a une difficulté sur une entreprise, on peut aussi assister aux entretiens et accompagner la direction commerciale lors des entrevues avec les clients. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, sur les ratios, oui, j'ai insisté sur le fait qu'il est important pour la banque, ou en tout cas pour les représentants de la banque, les premiers représentants de la banque, la vitrine de la banque, les commerciaux, de s'approprier de l'environnement, de l'exploitation de l'entreprise. C'est l'essentiel. Il est vrai aussi, et ça c'est le deuxième volet, qu'on va regarder aussi comment se comporte l'entreprise sur son marché, les éléments discriminants pour analyser la posture, le positionnement de l'entreprise sur son marché, c'est bien évidemment ses états financiers. Le premier indicateur discriminant, c'est l'activité. Après l'activité, on va regarder les marges opérationnelles. Alors, sur l'appréciation des marges opérationnelles, sur l'analyse, on va regarder la dynamique sur 3 ans. J'ai insisté sur les 3 ans parce qu'on peut avoir à un instant T un accident, des ratios qui baissent, ou en tout cas des ratios qui se dégradent, mais on peut se dire que c'est accidentel. Ou on peut avoir une entreprise qui structurellement a des ratios qui ne sont pas peut-être à la meilleure cible, ou en tout cas aux normes auxquelles on peut s'attendre sur un marché donné. Dans ce cas-là, on va aussi regarder ce que vaut le top management, si on a une confiance particulière aux clients, à la gestion de l'entreprise. Encore une fois, les ratios ne suffisent pas. On regarde vraiment un certain nombre d'éléments pour apprécier le dossier de crédit. Et puis l'essentiel aussi dans l'analyse de risque, avant de parler de l'environnement économique, avant de parler aussi de l'analyse financière, c'est la relation qu'on a avec le client. Est-ce que c'est une relation qui est existante? Est-ce que c'est une nouvelle relation? On va être un petit peu frileux si c'est une nouvelle relation parce que, comme toute relation, relation amicale ou peu importe, au début, on se cherche, on essaie de savoir ce qu'attendent les uns les autres, on essaie de trouver des compromis, des consensus, etc. Donc, la relation client, c'est vraiment la première chose que l'on regarde. Est-ce que c'est un client existant? Est-ce que c'est un prospect? Si c'est un client existant, on ne va pas avoir la même diligence que sur le prospect parce qu'on a une relation qui est déjà établie. Donc, on a déjà un avis sur la base du fonctionnement du compte, sur la base de la posture de notre client, sur la base de la relation qu'entretient la banque avec le client. Et puis, après, on appuie, on complète avec l'analyse financière. Et l'analyse financière, il faut la contextualiser aussi. C'est l'entreprise, donc l'interne, mais il y a aussi l'externe. Est-ce que les ratios qui sont dégagés par l'entreprise, c'est des ratios qui sont normés sur le secteur sur lequel l'entreprise intervient? Si c'est des ratios qui restent faibles, mais parce que c'est un contexte sectoriel, forcément, on va avoir une diligence particulière, une attention particulière sur ces ratios-là.
J'espère que j'ai répondu à vos 2 questions. Mais merci pour ces questions en tout cas. Tout à fait. Vous avez répondu, merci. Alors, merci, Monsieur Ndoumen, pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a des participants qui ont d'autres questions à poser par rapport à ce qui a été dit? Je ne vois plus de main levée. Alors, donc, je pense que n'ayant plus de questions, on va rapidement conclure. Je ne sais pas si Mohamed, Lina, vous avez quelque chose à dire par rapport à l'analyse de l'information côté COFAS ou par rapport à l'impact de la bonne communication financière spécifiquement par rapport au volet COFAS ou par rapport à l'étude que COFAS, l'analyse que COFAS fait des différentes entreprises avec lesquelles nous travaillons, juste pour étayer un peu notre démarche à nos différents participants. Allô? Allô? Oui, Lina. Donc, oui, je vais peut-être prendre la parole en premier pour bien expliquer que nous, COFAS, nous sommes une garantie internationale, que nous nous déployons non seulement avec pour les fournisseurs, mais aussi pour les partenaires banquiers. L'idée aujourd'hui, c'était de bien comprendre que l'information financière est certes très importante, c'est une matière première brute que nous essayons d'analyser au jour le jour. Nous avons besoin de cette information financière et c'est pour ça on participe à des événements pour de plus en plus sensibiliser les entreprises à la chose. Si les entreprises ne communiquent pas l'information financière, elles ne peuvent pas se déployer, se développer et elles ne pourront pas atteindre les ambitions qu'elles ont en interne. L'idée COFAS, à travers tout son réseau, qui couvre environ plus de 100 pays en indirect, nous sommes interpellés au jour le jour sur la place WECA pour environ 45 000 acheteurs sur un périmètre de 13 pays en Afrique subsaharienne et au Maroc encore plus. Nous sommes interpellés au jour le jour sur la santé des entreprises et notre travail, c'est de mettre à jour des dossiers. Et pour qu'on puisse mettre à jour des dossiers, il faudrait qu'on ait un minimum d'informations. Il faudrait qu'on ait la bonne information financière et c'est pour ça qu'on demande aux entreprises d'adopter l'attitude de communication et d'optimiser même, comme on le disait aujourd'hui. Je vais peut-être passer la parole à Mohamed. Oui. Merci Lina. En fait, je pense que Aïssatou a déjà parlé sur ce sujet en fait plusieurs fois par rapport au ratio, par rapport au BFR, par rapport aux trésoreries, etc. Sur la partie en fait, en tout cas, ce qui concerne en fait COFAS, comme vous le savez, COFAS c'est un organisme d'assurance crédit. Aujourd'hui, COFAS présent dans West Africa, depuis le Maroc, on gère en fait le Maghreb et West Africa. La bonne nouvelle dans la partie communication financière, c'est que à chaque fois nous avons une communication financière d'une société, on porte le risque sur la société. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la qualité de l'information, comme on l'a bien évoqué tout à l'heure, ça, c'est un autre sujet. Mais déjà, il faut communiquer. C'est le point essentiel. Certes qu'on prend en fait aujourd'hui le risque sur certaines sociétés sur lesquelles nous n'avons aucune information, nous avons déjà une expérience de paiement et on se base sur ce point, bien évidemment avec une relation et avec une collaboration étroite avec nos partenaires parce qu'on se pose la question à nos partenaires banquiers, fournisseurs, etc. pour prendre en fait le risque. Mais une fois on a ces informations, eh ben, en général, et ça c'est mon expérience, on augmente en fait nos engagements. Et ça, dans l'intérêt, comme elle l'a bien dit tout à l'heure, Aïssatou, de l'intérêt en fait de la société, parce que tout simplement c'est le chiffre d'affaires de la société, soit COFAS, soit la générale. Parce que si on ne porte pas le risque, ben, in fine, on n'aura pas de prime et on ne va pas augmenter en fait nos chiffres d'affaires. Et la bonne nouvelle, et le point pour l'acheteur,
c'est qu'il va payer à crédit. Il ne va pas payer le jour J parce qu'il va pénaliser en fait sa trésorerie, etc. Donc, tout le monde est gagnant dans cette affaire en quelque sorte. Juste pour rappeler que Coface aujourd'hui pratiquement assure plus de 500 milliards d'euros dans le monde entier. Donc, le chiffre, juste en prononçant en fait les chiffres, ça fait mal au dos quand même. Hein. C'est plus de 500 milliards. Et sur quelle base? Sur la communication, bien évidemment, sur la collaboration des acheteurs, soit au niveau local, à l'international, etc. Ce qu'on encourage aujourd'hui, c'est que publier, communiquer, et je le dis et je le répète, il n'y a pas que les chiffres. Les chiffres, en fait, présentent l'instant T. Aujourd'hui, on est en 2021, on va travailler sur le bilan 2020. Et Dieu sait que sur par exemple, 2020, la situation, elle est, je ne vais pas dire catastrophique, mais beaucoup de sociétés ont enregistré en fait une baisse de chiffre d'affaires, voire un résultat négatif, voire un endettement plus important. Donc, on ne se base pas uniquement sur les chiffres. L'environnement, je le répète encore une fois, c'est très, très important. La qualité de l'actionnaire, le secteur d'activité de la société, est-ce que c'est une société exportatrice, est-ce que c'est une société importatrice? Tous ces critères sont pris en considération pour en prendre une décision risque. Donc, communiquer, c'est une bonne chose pour tout le monde. Voilà, et je le dis et je le répète, c'était peut-être le mot avant de passer la parole à Aïssatou, c'est la transparence. Si on est transparent, ça va être une bonne chose et ça va être dans l'intérêt de tout le monde, acheteurs, voire partenaires économiques et financiers. Bon, une Aïssatou et ensuite l'autre. En tout cas, effectivement, pour le mot de la fin, c'est toujours réinsister, ce sera le mot du début, c'est insister sur la transparence, communiquer et puis instaurer une relation de confiance avec le banquier. C'est le meilleur moyen pour pouvoir obtenir, rassurer ses partenaires financiers et obtenir davantage de financement. Je laisse la parole à Aïssatou. Je pense que l'essentiel a été dit. Donc, moi, je finirai par communiquer pour convaincre ses partenaires financiers, communiquer de façon transparente pour optimiser le processus d'octroi de crédit, pour faciliter la décision de crédit. Et puis, in fine, on a un client qui est satisfait, on a des partenaires qui sont satisfaits et on développe une relation en toute sérénité et surtout dans la durée. Voilà, merci à tous. Merci à tous, merci à tous nos intervenants pour cette présentation. Merci à tous nos participants d'avoir répondu présent à cette édition. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour notre prochaine thématique et pour une autre session des matinales d'experts. Merci à toutes, bye bye. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Corinne, au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au revoir.